Salutations, peuple de la Terre, vous n'avez pas halluciné, vous n'êtes pas dans le champ ou sur une autre planète, dans une autre dimension, vous êtes bien à Pourquoi c'est bon, et on est chez Comic Hunter, la place la plus cool à Montréal, possiblement la place la plus cool en Amérique du Nord. C'est un magazine comique, c'est tenu par Marc et Mireille, des personnes formidables et merveilleuses. Je suis avec mon ami Guillaume de la chaîne On Jase SFF, et on va parler de plein d'affaires merveilleuses, mais avant tout, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette version spéciale de votre podcast préféré? On va parler de films basés sur les comics. On va partir du 7e à notre préféré, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 2, 1, etc. Et sans plus tarder, Guillaume, commençons donc. Ton 7e film préféré ou plus intéressant, ou c'est quoi ta sélection numéro 7? Mon 7e, c'est Blade, de 98. Et je vois ton regard surpris, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont être surpris aussi, parce que je pense que c'est pas un film qui est vu comme étant un film de qualité nécessairement. Blade 98, c'est réalisé par Stephen Norrington, qui a fait aussi Return to Oz, puis League of Extraordinary Gentlemen. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est ça. C'est ce niveau-là qu'on va. Mais Blade, c'est parce que c'est tellement. Je trouve que c'est tellement un bon film si tu le regardes en 1998. Ouais. C'est un film, c'est une capsule temporelle, ok? T'as des vampires qui commençaient à être pas mal à la mode en 98. Avec Buffy, c'était ce temps-là. Ouais. Fait que t'as des vampires qui étaient à la mode, puis t'as Wesley Snipes qui avait encore une carrière. Puis ces deux choses-là, en même temps, indiquent qu'on était avant l'an 2000. Mais c'est ça, tu sais, il y a comme plein de scènes de combat que, globalement, ils ont vraiment donné leur 110%. Puis Wesley Snipes, autant que ça a l'air kitsch de nos jours, limite, tu sais, c'est ce qu'on appelle le camp, mais il se donne à fond, là, tu sais. Puis, je veux dire, tu sais, puis il fait des improvisations, là, tu sais, le Skating Uphill, là, c'est lui, ça. Il a improvisé ça. Puis ça l'a été filmé. Puis ça c'est resté dans le montage final. Mais c'est ça. Fait que, ouais, Blade, 7e film de comique. Ouais. Honnêtement, j'ai eu cette réaction-là parce que j'avais complètement oublié Blade. Que ça existait. Que ça existait. Et bon, Blade, alors il y a Blade 1, Blade 2 et Blade 3. 2 points n'existe pas. Ouais. Mais le 2, c'est Guillermo del Toro, je pense, qui a fait ça. Le 2 est quand même bon. Le 2, c'est carrément excellent. Là. C'est excellent, mais ça perd quand même un petit peu de la nouveauté du fait que... C'est ça. C'est plus la première fois que tu vois Blade. C'est exact. C'est exact. Ben, je dois dire que c'est un excellent choix parce que il y a des trucs qui font un peu Buffy saison 1, là. C'est pas tout. Mais Wesley Snipes, c'est vraiment hyper cool. Puis, il y a Udo Kier, je pense, qui fait le chef des vampires là-dedans, le méchant. Ouais, je pense bien. Ouais. Fait que n'importe quoi qu'il y a Udo Kier dedans, en partant, c'est cool. Puis, la scène d'introduction de Blade, là, dans la discothèque. Discothèque! C'est balade mentale. Là. Avec le Darude Sandstorm qui a passé le test du temps. C'est quoi, c'est la toune? C'est la toune, ouais. Écoute, c'est malade mental, là. C'est malade mental. Complètement. Excellente première sélection. Merci, Guillaume. Et ma sélection à moi, mon numéro 7, c'est Spider-Man 2, en fait. Donc... il est dans mes mentions honorables. Il est peut-être dans les mentions. C'est ça. Je suis curieux de voir lesquels qui vont se recouper. Puis pourquoi j'ai mis celui-là en premier? Parce que... à beaucoup de points de vue, c'est un film de comique parfait. Là. Je veux dire, moi, j'ai grandi avec les comics, bon, Héritage, on en parlait avec Marc tantôt, puis c'est ça, les comics des années 60-70, essentiellement, certainement 70, début 80, ça, c'est la talle que j'ai lue quand il sortait, puis c'est la talle que Sam Raimi lisait quand il sortait, essentiellement, puis on a carrément ça dans le film. Carrément. C'est ça, il y a un plan, tu sais, quand il fait tout le discours, le Spider-Man No More, c'est carrément un titre d'un des comics, puis le plan, c'est la couverture. Le plan avec la poubelle. Avec la poubelle, c'est ça. Tu sais, je l'avais, ce comic-là. C'est une couverture de comic. C'est une couverture de comic, puis tout le film est comme ça, mais non seulement c'est visuellement hyper efficace, mais Sam Raimi... a vraiment compris l'émotivité de Spider-Man. Là, que les films récents de Marvel, honnêtement, ont tout à fait trouvé, à mon avis. Là, ils ont pas mal le ton du personnage. Mais le côté
Moi, ce qui va me chercher le plus dans le 2, c'est la relation avec Dr. Octopus, en fait. Tu sais, qui est tu sais, le pathos du personnage, mais la menace du personnage, etc. Puis franchement, c'est beaucoup... Tu sais, Dr. Octopus dans les méchants de Spider-Man, moi, ça a toujours été mon préféré, honnêtement. Puis ils ont vraiment, tu sais, très bien réussi leur coup avec ça. Ouais. Le côté vraiment il a sa vie personnelle qui rentre en conflit. Ouais. Ça, c'est certainement, pour moi, c'est la plus grande réussite du cinéma pour Spider-Man à ce niveau-là. De vraiment mettre en conflit ces deux vies, là, qui est l'essence du comic, d'après moi. C'est complètement la quintessence de Spider-Man dans le comic dans les années 60. Le Peter Parker des années 60, c'est ça le gros truc. C'est précisément ça. C'est très bien observé. Puis dans la scène de lutte, c'est dans le 1, ça. Où est-ce qu'il... parce que ça, oui, parce que c'est là qu'il laisse mourir Uncle Ben, en guillemets. Ouais, c'est ça. Mais, puis il y a Randy Savage en plus. Là. Bref. Fait que, Spider-Man 2, grand film. Et ton numéro 6, c'est quoi, Guillaume? Bon, là, moi, il y en a qui vont dire que je monte très haut déjà, mais pour moi, Sin City. Sin City 2005, c'est un film réalisé par... en même temps, Miller, Tarantino et Rodriguez en même temps. Je connais pas Rodriguez. Mais Frank Miller qui a écrit le comic, à ce que je sache. Là. Oui. Puis Tarantino qui a fait d'autres films à part de ça. Tarantino. Puis, ici et là. Edouard Tarantino. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça parce que c'est un film qui est vraiment ultra bizarre. Okay? Ouais. Puis c'est un comic, je sais pas si c'est un comic ultra bizarre honnêtement, mais ça marche super bien en comic. Puis en film, ça donne un super beau film, super bizarre. Puis tu vas voir, à peu près toute ma liste, c'est juste des films qu'il n'y en a pas d'autres comme ça, essentiellement. Puis Sin City, là, c'est vraiment... comment dire ça? C'est la photographie là, qui tient le film à bout de bras. Ça, c'est comme... C'est un film qui serait pas écoutable, mais il est tellement beau que c'est comme... OK, puis je dis pas écoutable, mais les acteurs... sont super bons. C'est qui le... Ben, il y a Mickey Rourke en C'est ça, Mickey Rourke. Hallucinant, là. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure, ouais. Puis c'est ça. Puis après ça, tu as des choix intéressants comme mettre Harry Potter comme étant le cannibale, là. Mais bon, c'était drôle, mais c'est ça, c'était bizarre de chez bizarre, là. C'est comme, qu'est-ce que c'est ça? À moins que c'était dans le 2, ça. Je pense que le cannibale, c'est dans le 2. C'est dans le 2, ok. Mais dans le 1, c'est ça. Fait que... Reste que moi, le 1, j'ai vraiment trippé ma vie. Puis c'était vraiment... je sais pas, c'est un des plus beaux films. Certainement un film dont l'intentionnalité esthétique est tout de suite apparente. Puis c'est ça qui tient le film ensemble. Oui, il y a vraiment le parti pris esthétique de reproduire parfaitement le visuel du comic. Puis là-dessus, c'est une réussite totale. C'est exactement comme le comic. Là. Puis, encore une fois, c'est une comparaison avec Spider-Man 2 parce que justement, l'histoire avec Mickey Rourke, j'ai oublié le nom du personnage puis tout ça, mais c'est une histoire tragique là, du gros le boxeur, classique. Puis c'est exactement ça qu'on a là-dedans, mais l'émotivité, parce que ça fonctionne émotivement dans le comic de Frank Miller. Puis, à mon avis, ça fonctionne aussi bien dans mon souvenir. En tout cas, j'avais ressenti ce qu'il y avait dans le comic. Là, ça fonctionnait bien. Fait que c'est ça, t'as le parti très esthétique, mais t'as aussi la qualité émotive du film. Un autre très bon choix que j'avais complètement oublié. Tu oubliais que ça existait, hein? J'ai aussi oublié que ça existait. Il y en a beaucoup que j'ai vu, puis je faisais des recherches, puis je me disais, mais c'est un film de comics, c'est fou. Vas-y, à toi. Mon numéro 6, mon sixième. Alors, mon sixième. OK, alors tout de suite, un que peut-être certains d'entre vous ont déjà oublié. Fantastic Four. Excusez. Salut de Roger Corman. Mon numéro 6, c'est Flash Gordon. Et là, je fais égalité. Je fais Flash Gordon de 1936 et le serial et le Flash Gordon de 1980, qui est le remake camp pseudo-érotique soft. Puis, bon, évidemment, le Flash Gordon de Mike Hodges avec Max von Sydow qui joue l'empereur Ming de Merciless. C'est un triomphe total du camp post-Guerre des Étoiles avec la musique de Queen. C'est une jouissance totale et absolue. Puis c'est en même temps une reproduction parfaite de l'esprit des comics absolument génial d'Alex Raymond. Là. Mais ça, c'est aussi parce que j'ai finalement écouté le serial, je sais pas si c'est cette année ou l'année passée, mais j'ai écouté le premier Flash Gordon de 1936, puis souvent quand on regarde les serials,
c'est un peu plate des fois. C'est pas toujours très intéressant. Mais Flash Gordon, c'est 15 ou 16 épisodes, puis honnêtement, c'est super bon. Tu sais, puis Guerre des Étoiles, c'est assez connu que c'est inspiré entre autres de la Guerre des Étoiles, puis on voit l'affiliation. Mais ce qu'on a aussi dans celui de 1936, c'est vraiment l'esprit du comique. Puis quand tu compares avec les hommes oiseaux, puis les décors, le costume de l'empereur Ming, ben l'esthétique vraiment hyper soignée du comique d'Alex Raymond se retrouve dans le comique, dans le film de 1936, dans le serial. Puis c'est ça, le film de 1980 reproduit, c'est ça, c'est comme le truc de 1936, en couleur, hyper jouissif, super cool. Fait que les deux, honnêtement, je trouve juste que c'est super bon. Puis comme fan de science-fiction, là, c'est comme, comment je dirais ça, c'est comme lire Cicéron, là, je veux dire, c'est vraiment aller lire tes classiques, là, regarder Flash Gordon. Parlant de classiques, je ne l'ai pas vu. Hein. Moi, ni l'un ni l'autre? Ni l'un ni l'autre, puis c'est là que je me demande si dans nos listes, on va voir la différence entre nos générations, peut-être. Ça se pourrait, parce qu'il y en a au moins 2 ou 3 ans de différence entre les deux. Puis, mais écoute, ça a l'air bien bon hein, à t'entendre parler. Ben oui, c'est bon, oui, c'est ça. Puis même que quand ils ont fait celui de 80, c'était en couleur. Il y avait, puis il y a du son. Mais comment ils ont fait pour enregistrer en couleur avec tous les dinosaures dans ce film? Ouais, c'est ça. Et ça, c'est la magie du cinéma. Bon. Fait que, numéro 5, c'est quoi, Guillaume? Moi, j'ai The Avengers 2012. Un petit film pas trop connu. Peu connu, film d'auteur, RSS. Série B. C'est ça, ouais. C'est un film que, encore une fois, je pense qu'il faut le regarder avec les yeux de son époque, c'est-à-dire 2012, c'est-à-dire avant que tout le monde soit comme complètement dégoûté par le surplus de Avengers puis de ce film de super-héros. Puis j'ai une relation amour-haine avec ce film-là parce que il a parti la mode des films de super-héros modernes. T'sais, il a parti, pas juste parti la mode, mais il a ruiné, ça a détruit Hollywood d'une certaine façon. Ouais. Mais en tant qu'œuvre artistique, je m'excuse, c'était vraiment bon pour son temps. Ouais. C'était vraiment. Puis tu sais, moi je l'ai vu au cinéma, puis j'étais vraiment pas tout seul. Là, c'était un phénomène culturel. Puis, c'était très, très, très sincère. Puis j'ai mis, là, je te le dis d'avance, j'ai aucun autre Avengers dans ma liste parce que pour moi, c'était le plus sincère de tous ces films-là. Puis je pense que ça se perd un petit peu au fil des films. Ça devient plus une genre de longue télésérie. Ouais. Qui est très, très, très bonne, mais je pense vraiment que le premier Avengers, il savait pas nécessairement qu'il allait en faire un deuxième. Puis, fait que l'humour est vraiment frais. Tu peux imaginer une époque où est-ce que l'humour de Joss Whedon est frais et pas encore, tu sais, qu'on n'est pas encore tanné de le voir. Ouais. C'était ça, là, tu sais, puis c'était toutes les... Moi, j'ai écrit, tu sais, le summum de son art, en fait, en termes de Avengers, là. La formule n'était pas encore galvaudée, puis on n'avait pas encore vu un film d'Avengers avec tous ceux qu'on connaît. Puis je pense que c'était pas longtemps après Iron Man 2, si ça se trouve. Je m'en rappelle pas exactement. C'est dans ces eaux-là, là. C'est proche de ça. C'est ça, qui était vraiment super bon aussi, qui n'est pas non plus sur ma liste, mais qui était vraiment quand même super bon, somme toute. Fait que c'est comme si c'était la culmination du truc, puis juste... puis après ça a continué d'être pas mal bon, mais ça reste que pour moi, Avengers 2012, là, c'était vraiment... c'était... Ça a marqué ma vie là, en termes de film. Là. Ouais, carrément. C'est drôle, c'est un autre super bon choix. Moi, je l'ai pas mis, mais puis quand le film est sorti, j'ai pas voulu le regarder pendant un grand bout de temps. Je l'ai vu peut-être 1 an ou 2, je pense peut-être 2 ans après. Puis je l'ai regardé un peu de reculons parce que c'est devenu un phénomène puis tout ça. Puis j'ai dû me rendre à l'évidence que c'était vraiment malade mentalement bon. Là, puis justement, il y a une forme c'est justement, il y a une forme de sincérité dans l'approche de Joss Whedon, parce que Joss Whedon, son truc, ça a toujours été justement une forme de vérité émotionnelle, en fait. Puis c'est drôle que ça s'est justement perdu. Il en a tellement fait que c'est devenu une formule qui a perdu sa qualité, mais la qualité Buffy, etc.
Mais alors, deux trucs que je trouve qui sont très très cool dans Avengers, il y en a plein. Le premier, c'est avec Loki, c'est tout ça. Bon, ça c'est cool. Ça c'est hallucinamment bon. Hiddleston, qui est un des gars les plus cool sur Terre, parle grec ancien. Le casting est complètement. Le casting est hallucinant. C'est incroyable. Puis, c'est ça. Alors, premièrement, OK, ils nous ont fait miroiter pendant des années, puis c'était quasiment comme des easter eggs, en fait, à la base. Là. Quand on voit Samuel Jackson faire Nick Fury à la fin du générique, c'était pratiquement une joke, là, à la base. Là. Puis ils ont commencé à rajouter ces fameuses séquences-là qui sont devenues inévitables dans le cinéma contemporain, là, de la séquence post-générique. Puis, mais à l'époque, c'était la promesse du cadeau de Noël que tu as toujours voulu, mais que le magasin ne le fabriquait pas encore, tu comprends? C'était complètement nouveau, en fait. Puis quand finalement ils le font avec Nick Fury, etc., c'est le moment où est-ce que la culture geek devient vraiment quelque chose de légitime puis de jouissif, mais que c'est pas encore complètement corporatif, là, finalement. Absolument. Puis, qu'est-ce que je vais rajouter? Hawkeye, c'est mon préféré. C'est ça, c'est pas encore corpo, c'est ça l'affaire. C'est comme corpo. Si il en passe une vite à Hollywood, il donne qu'est-ce qu'il voulait, puis là il fait quelque chose que personne n'aurait pu prévoir, honnêtement. Puis après ça devient une machine à cash. C'est devenu une formule. Ça a quand même été bon pendant, aller jusqu'à Endgame à peu près, là. Mais ouais, c'est ça. Donc, c'est vite devenu une formule, mais dans le cas du premier, c'est un excellent choix. Est-ce que je suis rendu à mon cinquième? C'est mon cinquième à moi. C'est... Ah bon, ok, bon. L'inévitable Batman 1989. Et j'ai mis celui-là parce que... Bon, il y a beaucoup de très, très, très bons films de Batman, évidemment. En fait, c'est rendu difficile de faire le décompte, là. Je veux dire, combien est-ce qu'il y en a? Faut y penser sérieusement. Celui de 2022 est excellent. J'ai pensé à le mettre celui-là parce qu'en termes... The Batman. Puis, parce qu'en termes d'être proche de l'esprit du comic, justement dans les années 70, le côté détective, là, ça marche hyper, hyper bien. Là. Ça, c'est très tristement cool, puis le pingouin est super bon. Mais, écoute, celui de 89, je l'ai vu quand il est sorti au cinéma, je suis allé le voir 3 fois en salle, puis... Même si c'est un film, honnêtement, c'est un film qui n'est pas parfait, c'est un film qui a des défauts structurels, c'est un film qui a des fois des ruptures de ton qui ne marchent pas super bien. Puis, tu sais, la finale, ça marche aux 3/4. Il y a des petits trucs, là. Mais en même temps... Ça, c'est pas Batman and Robin. Non, c'est Batman avec Jack Nicholson. Jack Nicholson. Ah oui, ok, Jack Nicholson. Okay, oui, c'est ça, celui avec le Joker. Parce que, tu sais... C'est une réussite artistique totale, en quelque part. Puis, parce que la grande crainte à l'époque, c'était... Tout le monde avait peur que le film soit une parodie, comme une parodie camp, là, comme Batman 66. Honnêtement, j'ai envisagé... J'aurais pas mis sur la liste de 7, mais moi, j'aime ça Batman 66. Mais à l'époque, en 89, tout le monde, y compris moi, on voulait rien savoir parce qu'on voulait un film sérieux. Puis quand Michael Keaton a été engagé comme acteur, il y a eu une grosse campagne, là, les fans n'étaient pas contents. Même, ça date pas d'aujourd'hui, ni d'hier, que les fans ne sont pas contents, parce que Michael Keaton était un acteur comique, mais Michael Keaton, c'est une des grandes forces de Batman 89. Puis je pense que le côté torture psychologique, mais c'est un cliché aujourd'hui de dire que Batman, c'est juste un gars hyper traumatisé, mais on était avant le grimdark quand même. C'est plus un gars solitaire, replié sur lui-même, qui a de la misère, tout le côté de misère à rentrer en contact. C'est dark, mais c'est pas grimdark. C'est pas grimdark, c'est ça. Puis le côté, c'est ça, quand il rencontre Vicky Vale, il sait pas quoi lui dire, puis il est milliardaire, mais adapté social. Ça fonctionne super, super, super bien. Puis Michael Keaton, il est vraiment bon là-dedans. Puis Jack Nicholson... c'est ça, encore une fois, c'est hyper jouissif. Puis il y a le côté visuel, évidemment, le Gotham City, Danton First. Fait que, puis l'histoire est super cool. Puis c'est ça, ça va un peu dans tous les sens. C'est un peu le chaos, mais c'est la nouveauté du truc, je pense. C'est le moment où est-ce que le film de comique est encore nouveau, en fait. C'est pas encore un phénomène culturel, c'est un truc marginal. Il y avait des chances que ça floppe complètement, puis ça a vraiment changé la culture à beaucoup de points de vue. Là. Je sais pas si les gens l'ont autant vu comme un film de comique qu'un film de Batman,
Film de Batman. Qui avait beaucoup de privilèges par rapport à l'idée des films de comics avec le spandex. Là. Ouais. Ça l'a aidé. Ouais. Fait que c'est ça, mais non, c'était un film de Batman, là, je pense. Ouais. C'est ça. C'était pas. C'est ça, je pense que ça a pu pogner parce que il le voyait pas comme un film de comics autant qu'un film de Batman. C'est ça. Tandis qu'après, pendant les années 90, ils ont fait plein d'essais de films de comics vraiment du scène par scène, puis ils savaient pas encore comment. C'est ça, ça leur a pris 10-15 ans à trouver la formule, finalement. Mais Batman, justement, celui-là, c'était vraiment adapté. Là. C'était pas Sam Raimi puis ses plans de couverture de comics. Non, c'est le contraire. Puis c'est l'autre affaire qui a fait ultimement comme un objet à part dans tout l'univers des films de comics parce que justement, c'est la version de Tim Burton de Batman. Là. C'est une adaptation d'un certain esprit, d'une certaine vision de Batman, mais c'est pas une histoire en particulier. Il y a des aspects un petit peu peut-être de Year One, là, mais c'est vraiment la vision d'un gars. Puis Tim Burton aussi, là, je finis là-dessus, mais Tim Burton, lui aussi, est en début de carrière à ce moment-là. C'est avant Mars Attack, c'est super bon, là, mais il a fait Grande Aventure de Pee-wee, puis Beetlejuice. Ça fait que c'est ça. Mais fait que c'est le moment où lui aussi est en expansion, puis qu'il est en train de prendre là, ses fonds créatifs. Puis, fait que tu as vraiment tout ça là-dedans. Fait que c'est une grande œuvre créative. Voilà, c'est un objet unique et à part. Et j'aime ça, je l'ai vu au cinéma quand j'avais juste le bon âge pour le voir. Ça fait qu'il y a beaucoup de points bonus là-dessus. Ton numéro 4, Guillaume. Je veux juste mentionner, avant de passer au numéro 4, que j'ai failli mettre encore une fois sur mes mentions honorables. Je sais pas si c'était Batman et Robin ou Batman Forever. Celui qui a Kiss from a Rose, là, ça, je mettrais une mention honorable juste pour ça. Pour la toune. Juste pour la toune. C'est une toune de Seal, je pense. Je pense que c'était Batman Forever, ça se peut-tu? Ben, ça doit être avec... pas bon. C'est avec Poison Ivy. Fait que je pense que c'est le 4. Okay. C'est un des vraiment pas bons. C'est le pas bon. C'est ça. Il y a celui qui... Ouais. Donc, on en reparlera peut-être tantôt. J'ai pas mis, mais Kiss from a Rose, c'est la meilleure toune des films de super-héros. D'après moi. Ben, je dirais que Touch Me Nanana, la tune de YouTube, dans l'autre pas bon avant. OK. Ça, pour moi, c'est meilleur que les tunes de Prince. Quatrième, ben, moi aussi, c'est Batman, mais c'est The Dark Knight. 2008. Ouais. Là, c'est. Voyons, réalisateur. Super. Interstellar. Ouais. Christopher Nolan. Christopher Nolan. C'est lui, c'est ça. C'est ça. Déjà, Christopher Nolan qui applique tout son génie cinématographique à Batman, ça donne quand même quelque chose de pas pire au niveau cinématographique. Puis, c'est Heath Ledger. Honnêtement, là, c'est juste... Il a totalement volé la vedette. C'est incroyable à quel point... je veux dire, il est rentré dans le personnage comme... Pour moi, c'est vraiment le meilleur Joker qu'on a jamais vu... à la TV. Là, ils vont se battre dans les commentaires. Là. Non, mais même moi, c'est le meilleur Joker. Là. C'est ça. C'est le meilleur Joker, certainement, d'une version spécifique de Joker. C'est ça, exact. C'est ça. C'est juste... Puis c'est encore une fois le seul Dark Knight dans ma liste parce que Dark Knight Rises, pour moi, il savait pas encore qu'est-ce qu'il... Rises, c'est le troisième. C'est ça. Dark Knight, Batman Begins, il savait pas encore qu'est-ce qu'il faisait tant que ça. C'était plus des essais. Puis c'était moins délibéré pour moi au niveau... c'était super bon, mais pour moi, c'était plus des tentatives. T'sais. Puis Dark Knight Rises, il y a beaucoup de défauts avec le recul. C'était super bon quand je l'ai vu au cinéma, mais avec le recul, c'est comme... Ouais, en termes de scénario, tout ça, ça marche pas vraiment, en fait. Tandis que vraiment, The Dark Knight, c'était juste... écoute, c'est ça que je voulais. Puis c'est comme... Ça représente encore une fois juste parfaitement une version de Batman que nous on avait dans notre tête à cette époque-là. Puis c'est ça, c'est un film. C'est ça. Je pense qu'avec Heath Ledger, c'est un film que tu peux réécouter sans te tanner des dizaines de fois. Là, je sais pas. Il est juste tellement bon. Ouais, c'est le film en bonne partie de Heath Ledger. C'est lui qui fait le film. Ça aussi, je l'ai pas mis sur ma liste, mais parce que, tu sais, je veux dire, ça le mérite amplement. Ouais, c'est drôle parce que je tentais de dire, juste pour compléter ce que tu dis, que
Morgan Freeman là-dedans. Il fait Lucius Fox. Puis dans les comics, moi j'ai toujours aimé ce personnage-là, tu sais, le gars qui fait les gadgets essentiellement. Puis c'est ça, il y a l'histoire avec Rutger Hauer aussi, parce que c'est là-dedans où Bruce Wayne se fait voler sa compagnie, puis il va la récupérer. Fait qu'il y a quand même ce côté. Je dois dire que la différence avec le 1 et le 3, avec Batman Begins, puis c'est qu'il y a quand même ces aspects-là supplémentaires, parce que c'est entièrement le film de Heath Ledger. Mais il y a ça en arrière quand même. Le rapport entre Lucius Fox et Bruce Wayne, qui rajoute beaucoup de profondeur au personnage, puis l'intrigue avec la compagnie, puis juste l'histoire générale, la combine du Joker, l'histoire qu'il va buter la blonde, celui qui n'ont pas vu, là, etc. Puis le dilemme moral. Fait que dans le 1, ils n'ont pas encore trouvé cet équilibre-là. Puis dans le 3, honnêtement, ils ont un peu dilapidé leur fortune. Là, parce qu'ils nous promettaient, enfin, on va voir le Batman en pleine forme, mais non, ils nous le montrent brisé. Ouais, c'est ça, il n'y a plus de cartilage. Il n'y a plus de cartilage, c'est ça. Puis, bref, bon. Mais, ouais, Dark Knight, c'est ça. C'est comment Kevin Smith avait dit que c'était quoi? C'est le parrain 2 du film de super-héros. Puis je pense que c'est assez bien trouvé comme comparaison. Ouais. Un choix hautement bien inspiré. Et mon numéro 4. Mon numéro 4 à moi, là, c'est mon sélection obscure, c'est Diabolique. Oh, Diabolique de Mario Bava de, je pense, 1968. Puis j'ai mis ça parce que... tu le savais que je l'aurais pas vu. Parce que je savais... Ben, honnêtement, je me suis dit, il faut quand même que je trouve quelque chose d'un peu plus. C'est pour ça que j'ai essayé de trouver pas de Dark Knight. Mais, tu sais, je veux dire, si c'était juste le... Si c'est le Mont Rushmore des films de super-héros, là, pas une référence américaine, c'est sûr que Dark Knight est dessus. Là. Mais Diabolique, c'est ça, c'est Mario Bava qui réalise ça, puis... si vous avez vu Body Movin', je pense, il y a une vidéo des Beastie Boys que c'est carrément pris dans Diabolique, où est-ce qu'ils se battent pour une recette de fondue. Là. Bon, la recette de fondue, c'est pas dans le film de Mario Bava, mais ce qu'on a dans le film de Bava, c'est le style extrêmement comique. Diabolique, c'est un super vilain dans des bandes dessinées, des fumetti, là. Italien des années 60. Il y a une grande vague de super vilains dans les comics italiens des années 60. Il y a Satanic, il y en a plein d'autres. Vampirella, je pense pas que c'est italien, mais il y a beaucoup de ces genres de super-héros sulfureux dans des comics parfois un petit peu érotiques, il faut le dire. Là. Puis, fait que Diabolique fait partie de ça. Puis fait que l'intrigue, c'est que t'as un super vilain qui va déjouer la police, puis qui va faire 1000 millions de stratagèmes pas possibles pour voler, genre, le plus gros diamant au monde, mais pour l'offrir à sa copine. Puis, fait que c'est un genre de festin pop art, essentiellement. C'est hyper le fun. Il y a, je pense, Michel Piccoli là-dedans, qui fait un politicien, puis... C'est le anti-héros par excellence, essentiellement. Tu sais, il perd à la fin parce que c'est un peu comme dans... c'est quoi, Public Enemy ou quelque chose comme ça, le film des années 30, là, le film de gangster, dans les films Scarface des années 30, où est-ce que le héros, c'est clairement le vilain, mais il meurt dans le dernier 2 minutes parce qu'il faut que la justice triomphe. On a un peu le même principe là-dedans. Mais l'idée générale, c'est que ça a le côté kitsch du Batman des années 60, mais ça a le côté très haut en couleur, hyper créatif de Mario Bava, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un des... C'est ça, c'est le grand nom du film de genre, film d'horreur en particulier, italien des années 60. C'est un peu l'inventeur de... C'est beaucoup l'inventeur du giallo, là, essentiellement, là, donc qui est le style comme qui va donner plus tard les films de Argento, etc. Donc, mais en gros, c'est visuellement malade mental, tu passes 1000 millions de trucs, c'est vraiment comme une bande dessinée, donc en 2 dimensions, puis c'est juste hyper cool. Donc voilà, fait que à mettre sur ta liste. Ouais. Numéro 3? Numéro 3, oui, ben vas-y. Ouais, à moins que tu avais d'autres choses à... Non, vas-y, mets ton numéro 3. C'est ça. Puis là, on rentre dans les films qu'on pourrait voir comme étant plus sérieux, mais là, moi, j'ai mis V for Vendetta, sorti en 2005. Là, c'est vraiment... bon, il y a plusieurs raisons qui me font aimer ce film-là. La première, c'est que c'est nostalgique. Pour moi, c'est un des premiers films de cette teneur-là. Puis en fait, je dis un des problèmes, mais il y a
rien d'autre comme ça, honnêtement. Pour moi, là, en tout cas, vous serez pas d'accord dans les commentaires si vous voulez, mais pour moi, il n'y a rien d'autre comme V for Vendetta parce que c'est tellement l'adaptation parfaite. Puis pour quelqu'un qui a jamais lu le comic, ça fonctionne parce que c'est simple en fait. C'est comme t'as l'Angleterre fasciste, christo-fasciste en passant d'ailleurs, qui j'imagine là, tu disais c'est l'Angleterre de Thatcher peut-être inspiré de l'Angleterre de Thatcher, je sais pas. Puis c'est ça, fait que t'as une personne qui réussit à faire une différence dans un système fasciste, ce qui est tout ce qu'on veut de nos films de super-héros essentiellement. C'est une personne fait la différence. Puis dans ce cas-ci, ben c'est V, là, avec le masque de Guy Fawkes, qui réussit à faire la révolution en faisant exploser des monuments historiques. Mais il n'y a pas juste ça, en fait, parce qu'il y a toute la sincérité du comique. C'est ça. Il y a la sincérité du fait que c'est des affaires qui sont vraiment importantes pour le peuple. Puis c'est ça qu'ils utilisent pour faire comme la musique, en fait. La musique, le savoir, le droit de partager nos. C'est ça, c'est toutes des affaires qui sont fondamentalement intéressantes qui sont dans le comic, sont dans le film. Donc c'est un très bon film, puis il n'y a aucun autre film comme ça. Ce que moi je pense, là, encore une fois, je pense que c'est ça que je disais. Mais bref, il n'y a aucun autre film comme ça parce que c'est du pur Alan Moore sous forme. C'est ça, sous forme cinématographique, puis moi j'aime ça à cause de ça. Ouais, je ne l'ai pas vu V for Vendetta, mais les images que j'ai vues, puis les bandes annonces, ce genre de trucs-là, c'est vraiment saisissant à quel point c'est très 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 proche de l'esthétique du comic et du ton du comic. Puis c'est quand même, c'est pas juste Alan Moore, il y a quelque chose de, tu sais, c'est très, le sale, un petit peu urbain, ouais. Tout ça, puis il y a une qualité particulière au graphisme là, qui est. Ouais, c'est le bon côté du grimdark. C'est ça, exactement. Exactement. C'est pas caricatural parce que c'est intégral à l'histoire. D'ailleurs, Nathalie Portman est super bonne là-dedans. Ça n'a pas d'allure. Là. Il paraît qu'elle est pas mal bonne. C'est incroyable. Oh, elle est vraiment incroyable. Ouais, c'est mon opinion. Je voulais juste... Non, mais je la regarderais quasiment juste pour je regarderais presque le film juste pour Nathalie Portman parce qu'effectivement, il paraît qu'elle est très, très, très bonne là-dedans. Je voulais te mentionner rapidement parce que tu as parlé de christo-fascisme en Angleterre, puis j'avais pas pensé à ça, mais Privilège de Peter Watkins, c'est complètement différent, mais je pense qu'il y a un diagramme de Venn là, qui serait super intéressant parce que c'est un film britannique dystopique, précisément, c'est un futur fasciste en Angleterre, puis où le patronat et le clergé et les politiciens utilisent une rockstar pour manipuler la jeunesse, etc. Puis c'est tourné en semi-documentaire. Puis je pense vraiment que ça fera un programme double, là, vraiment, vraiment fascinant. J'en ai déjà parlé, je pense, dans la vraie vie, là, pas pendant qu'on filme, parce que c'est le film qui est tellement subversif, Privilège, que le producteur, quand il l'a vu, le gars qui a payé pour le film, a dit « Personne ne verra jamais ce film. » Il l'a enfermé dans un coffre-fort. Puis on a rasé proche de perdre carrément la seule copie sur Terre. Là. Puis finalement, il est sorti en DVD, mais... Fait qu'il peut-être faire une vidéo sur Privilège, éventuellement. Ça se pourrait que ça s'en vienne un de ces quatre, c'est ça. Fait que, voilà. Donc, mon numéro 2. Mon numéro 3, je pense. Numéro 3, c'est ça. Avant, je pense qu'on n'a pas parlé encore, mais ta maison... Ta chaîne SSF? On en a parlé, je pense. Est-ce qu'on a parlé? C'était après le numéro... Parce que, on rentre dans les coulisses, là, ici, là, la caméra... La caméra a lâché tantôt. Donc, on a parlé, je peux le répéter, puis tu peux le couper au montage. Je le couperai au montage, c'est ça. Mais en bref, On Jase SFF, c'est une chaîne de science-fiction fantasy, où est-ce que c'est moitié-moitié des films puis des livres, mais donc de science-fiction, de fantasy, tout ça. Mais à l'avenir, je vais me concentrer plus sur les livres, parce que j'ai une nouvelle maison d'édition, en fait, qui s'appelle Les Éditions Nébuleuses. C'est une maison d'édition de science-fiction fantasy, français, là, québécois, là. Puis c'est ça. Fait que ça, c'est dans le démarrage, tout ça, mais vu que je suis vraiment plus dans les livres ces temps-ci, ben je vais faire plus ça pour l'avenir de la chaîne. Puis je vais faire là juste. Les grands classiques. C'est ça, les grands classiques de science-fiction fantasy, genre top 50, tout ça.
le B à Bob, mais je vais donner mon interprétation de pourquoi c'est bon. C'est bon ça. Et puis ça donne une bonne raison de le relire, de lire ça, ou de relire ce de lire roman-là. ou de le relire, ouais. C'est ça. Fait que début 2025, peut-être, on peut... Ma chaîne ou la maison? Dans ta chaîne, quand est-ce que tu penses... Printemps 2025. Printemps 2025, c'est bon. Ça fait que... Bien hâte de regarder ça. Et, oui, mon numéro 3. Mon numéro 3, c'est Hulk de 1977. Je vais être très rapide sur celui-là, mais c'est... on connaît l'incroyable Hulk avec Bill Bixby, Lou Ferrigno, surtout à cause de la télésérie qui jouait beaucoup dans les années 80. Puis c'est un peu toujours pareil. La série télé, le principe c'était que David Banner, parce que dans la série c'est David et non Bruce, il est fugitif, il est poursuivi par la police et un journaliste parce qu'on le soupçonne de meurtre, quelque chose comme ça. Et il arrive dans la ville. Chaque épisode est pareil. Il arrive dans une ville, il veut refaire sa vie, être tranquille, mais il y a des gros méchants qui le poussent à bout de nerfs et au nom de la justice, il devient l'incroyable Hulk, mais il doit fuir après parce que, bon, évidemment. Mais fait, quand j'ai écouté le téléfilm, le pilote, en vérité, je ne m'attendais pas à grand-chose. Mais le fait est que j'ai été très, très, très impressionné par ce film-là. Parce que l'incroyable Hulk, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est il avait peur d'être ridicule. C'est avant que les comics soient à la mode. C'est le moment où c'est une époque où c'était encore honteux de lire des comics. C'est pour les demeurer, etc., etc. C'était très snob. Là. Et donc, ils se sont dit, OK, si on fait un film basé sur les comics, il faut que ça fasse sérieux. Puis, il aurait facilement pu être, comment dirais-je, chiant. Mais c'est pas ça qu'ils font. Ils ont trouvé ce qu'ils ont fait avec ça. Puis ils voulaient pas avoir de super vilain. Ils voulaient pas avoir rien de ça. Ils se sont dit, OK, on a une histoire d'un gars qui se transforme en brute, musclé, verte. Mais comment est-ce qu'on fait pour faire une histoire vraie, émotivement vraie? Puis ce qu'ils trouvent, c'est l'histoire de Bruce Banner qui est fiancé avec sa conjointe au début du film. Ils s'aiment beaucoup, mais elle meurt dans un accident. Puis il essaie de sauver sa vie. Il essaie de soulever la voiture. Puis évidemment, ça marche pas, puis elle meurt étouffée. Puis lui, évidemment, il a entendu parler de ces histoires de la mère qui sauve la vie de son enfant, qui est même genre d'histoire. On a tous entendu ces histoires-là. Là, l'enfant est prisonnier de la voiture, ça fait que ses forces, l'adrénaline sont décuplées, puis la mère soulève la voiture, puis l'enfant est libéré. Puis lui, il est obsédé par ça. Parce qu'il est rongé par la culpabilité, le sentiment de culpabilité, puis le deuil, puis il n'arrive pas à faire son deuil. Puis c'est vraiment tout ça l'intrigue du film. Puis c'est ça qui le pousse à créer cette machine-là, parce qu'il espère trouver une manière de développer sa force. Là, c'est ça, de trouver une manière d'accéder à cette force-là en cas d'urgence pour pouvoir, au moins symboliquement sauver son épouse. Là. Puis évidemment, c'est condamné d'avance. Puis fait, c'est vraiment un truc tragique qui est très, très, très conforme à l'esprit du personnage de l'incroyable Hulk dans les comics, 70, 80, 60, etc. C'est toujours très, très proche, moi, je pense. On a ça assez souvent dans les comics. Puis encore une fois, c'est ça, dans la série, ça devient assez formulaïque, là, comme disent les anglo-saxons, mais ici, je m'attendais pas à grand-chose. Puis quand je l'ai regardé, je me suis dit, non, franchement, je suis impressionné. Pour vrai. Là. Ils ont tenu le pari risqué et audacieux de faire un film sérieux avec cette histoire-là. Puis, fait que non, honnêtement, Incroyable Hulk 77, là, je leur lève mon chapeau. Et, comment ça se compare à Hulk de début des années 2000, en fait? Là, honnêtement. Avec John Cusack, je pense. Qui joue Bruce Banner. Ben, qui n'a pas joué Bruce Banner? C'est-tu lui? Non, il y a Edward Norton. Norton, c'est ça, Edward Norton. Celui avec Norton était, dans mon souvenir... Il était tellement pas bon. Ouais. Mais je trouvais ça drôle parce qu'il y a des éléments de l'histoire qui ressemblent beaucoup à ce que tu dis. C'est un fugitif, tout ça. C'est ça. Ils ont essayé de faire la même chose, mais en moins bon. C'est ça. Ils se sont beaucoup cherchés pour les films de Hulk. Puis le premier marchait pas tellement. Le premier, là, ça marche pas du tout. Là. Mais ouais, mon souvenir, c'est que celui avec Norton, je l'avais trouvé correct. Mais. T'es généreux. Parce que... Ouais, je suis réputé pour ma générosité. C'est ça. Des formations professionnelles. Mais non, celui de 77 est
je pense que émotivement, il est plus réussi. Là. Okay. C'est émotivement parce que c'est pas larmoyant, c'est ça le truc. C'est la culpabilité du gars. C'est ça qui fonctionne. C'est l'allégorie puis justement de la rage du personnage. Ça fait que c'est ça que ça fait. Ben oui, puis il faut juger le film de l'époque avec les budgets de l'époque. Les budgets de l'époque, c'est ça. Le CGI n'existait pas, là. Donc, à un moment donné... C'est ça, c'est faut ça. que tu mettes Lou Ferrigno, là. C'est ça. Mais avoir à choisir entre le CGI et Ferrigno, je pense que je choisis. Si j'ai à choisir, moi, je prends Ferrigno. Ton numéro 2, on est rendu. Là, tu vas être surpris. T'en croiras pas tes oreilles. Comme si on n'avait pas filmé tantôt, comme si je l'avais pas entendu. Qu'est-ce que c'est ton numéro 2? Watchmen 2009, c'est ça. Oui. Réalisé par Zack Snyder. Puis là, c'est là qu'on voit que ma liste, c'est vraiment juste les comics d'Alan Moore version film. Là. Mais parce que c'est des très bons comics. Ouais. Mais en fait, ce qui est le fun avec Watchmen, c'est que c'est exactement le... Je veux pas être mesquin, mais Snyder a usé... a aucunement essayé d'user de créativité, puis c'est parfait comme ça, tu sais. Ouais. Je dis je veux pas être mesquin, c'est un peu mesquin. Mais ça reste que Zack Snyder, il est bon pour faire des ralentis, des scènes au ralenti peut-être d'action, ce qui marche super bien dans Watchmen 2009. Puis c'est un super bon comic, puis encore une fois, les commentaires seront en désaccord si ça leur tente, mais c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose que le livre. Il y a un élément que je pense qui est beaucoup moins là. Je me souviens même pas s'il est là ou pas. Le vendeur de comics, là. Ouais. J'ai l'impression qu'ils l'ont enlevé carrément. S'ils l'ont pas enlevé, ils ont enlevé 99% là, de ces scènes. Ben, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé Ils ont enlevé l'histoire de comics de pirates. C'est ça. Qui était une grosse partie du ça. truc quand même, parce que c'est allégorique. Là. Mais ils l'ont sorti en DVD. Hein. Il y a le Tales of the Black quelque chose, là. Ils ont fait l'histoire de comics de pirates de Watchmen que tu peux écouter en parallèle. Mais juste Ouais, c'est cool. Ben, c'est ça. Fait que, au-delà de ça, c'est exactement le même livre. Puis, mais j'ai trouvé aussi qu'ils ont fait beaucoup avec peu. Dans le sens que c'est des acteurs relativement peu connus. Ouais. Ou en tout cas, c'était pas du niveau Brad Pitt, George Clooney. C'était beaucoup d'acteurs plus B. Pas des inconnus, mais c'était pas. C'est ça. C'est des bons acteurs, mais c'est pas des vedettes. C'est ça. Puis. Il y a Jeremy Irons, je pense, par exemple. Qui joue qui? Il fait pas. Look upon my works and despair. Ozymandias. C'est pas lui qui fait. Oui, c'est lui. Ouais, c'est ça. Mais même là, c'est une star, mais c'est pas Tom Cruise. Là. C'est pas lui qui fait. À cette époque-là, c'était pas lui qui faisait que t'allais au cinéma. C'est ça. Mais c'est ça. Puis je me souviens pas si ça a super marché au niveau du budget, mais c'est ça. Encore une fois, tu parlais d'émotivement. Ben ça, c'est un film de comique qui est émotif. Puis c'est évidemment, c'est une critique des histoires de comiques. Là, puis par contre, c'est ça. Fait que t'as The Comedian. Qui est juste absolument incroyable. Puis t'as Rorschach. Puis les deux, il vaudrait la peine. Tu sais, le film vaudrait la peine s'il y avait juste un des deux. Puis là, t'as les deux. Puis c'est comme hallucinant. C'est complètement hallucinant. Plus, c'est très philosophique aussi. Là. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les prémices plus philosophiques. Fait que t'as tout le côté avec Dr. Manhattan qui est genre un dieu, mais que tu sais, il s'en sert pas trop pour le. Lui, les questions morales, il s'en fout un peu. Là. Lui, il est pas mal au-delà de ça. Moi, je fais des machines, puis au-delà de ça, là, je fais du verre sur Mars, là, mais à part de ça. Là. C'est ça. Fait que voilà, Watchmen, mon deuxième, apparemment, film de comique préféré. Ça m'est venu comme ça. Ouais, c'est ça. Ben oui, évidemment, les choix, souvent les ordres, ça pourrait changer, là, c'est tout le temps comme ça, mais ça fait partie du plaisir, honnêtement. C'est drôle, parce que Watchmen, j'allais voir au cinéma, puis mon appréciation de Watchmen, c'est le film, pour moi, le film marche pas, ok, mais il a essayé. C'est ça l'affaire. Je l'avais, peut-être que ça dépend comment on fait quand on le regarde aussi, mais j'avais vu au cinéma. C'est ça. Je l'ai vu au cinéma aussi. Okay. C'est ça. Puis il a essentiellement tout fait comme il fallait faire. Moi, j'avais pas embarqué, mais j'avais apprécié ce qu'il avait essayé de faire. Ça fait que j'avais vu comme ça. Puis une chose, il y a quand même un paquet d'affaires qui fonctionnent super bien.
qui est justement le personnage de Rorschach en particulier. Lui, ça, c'est vraiment comme dans le comic. Là. Il est vraiment parfait. Comédienne, il est très, très, très bon aussi. Puis, la brutalité du truc, là, le côté que c'est pas cool, là. Il n'y a rien de cool. C'est pas cool. C'est tous des fascistes. C'est tous des fascistes. Ils ont des graves problèmes émotifs. Ouais. Ça fonctionne très, très bien. Puis évidemment, c'est encore une fois un film qui reprend toutes c'est plan par plan. Moi, j'entends juste des qualités. Tu dis que ça marche pas, mais j'entends juste des qualités. Mais il y en a qui disent qu'il y avait des longueurs. Mais moi, je pense que c'est un film qui a aucun autre film comme celui-là. Encore une fois, comme V for Vendetta, il n'y a aucun autre film comme Watchmen, selon moi. Puis c'est ça. C'est pour ça que les longueurs sont pour moi je vais te dire le truc, c'est que moi, c'est ça. Moi, j'avais pas embarqué. Okay? Je voyais qu'est-ce qu'il essayait de faire, mais c'est ça. Je voyais puis je respectais ce qu'il faisait, mais quand je lis le comic de Watchmen, c'est vraiment quand je l'ai lu à l'époque, c'est extrêmement viscéral, puis ça vient vraiment de chercher. Puis c'est ça que moi, quand je l'ai regardé, je l'ai pas trouvé. Mais, par contre, je vais le dire ici parce que pourquoi pas. Alors, j'étais avec ma copine à l'époque, et on regarde le film, puis tu sais, Dr. Manhattan, quand il apparaît, c'est ça, au début, il est filmé, puis il transcende, c'est plus un être humain, là, il sait même plus c'est quoi. Là. Fait qu'au début, il est filmé en haut du torse essentiellement. Mais le truc, c'est qu'il est tout nu. Puis dans les comics, on voit, comme on dit, on voit tout. Hein? Tu le vois au début du film, puis là, plus que ça avance, là, on voit les fesses de Dr. Manhattan. Puis à un moment donné, t'es là, puis t'as la bite de Dr. Manhattan, qui est genre grosse de même. Mais la face, puis je le mentionne parce que je me suis dit, Chris, ça, c'est de l'intégrité artistique. Là, parce que dans le comic, c'est ça, puis c'est crucial parce que c'est précisément l'étrangeté du personnage. C'est le fait qu'il est plus humain du tout, il sait même plus c'est quoi, il comprend plus c'est quoi. Puis, il fait semblant, puis sa relation se détériore. C'est ça. Sa relation se détériore parce qu'il n'est plus capable de faire semblant. Exact. Il arrive à la limite de oups, c'est plus. C'est ça. J'ai échappé le ballon, puis là, c'est fini. C'est ça, exact. Puis ça aussi, encore une fois, moi, j'ai pas trouvé que ça fonctionnait, mais c'est pas grave en quelque part. Je veux dire, il a essayé de le faire, il a été vraiment très très fidèle à l'esprit du truc, puis il a mis toute sa créativité là-dedans, puis encore une fois, je ne vais pas revenir sur l'affaire de Bit, mais c'est parce que c'est astucieux comment est-ce qu'il l'a fait. Il a fallu qu'il réfléchisse à son affaire de comment est-ce que je peux placer ça pour pas que les gens voient rien que ça. Il a fait tellement de nuit blanche à penser juste à cette c'est ça, puis évidemment, bon, voilà. Fait que pour dire que, j'avais pas été convaincu par le film, mais j'étais extrêmement convaincu par l'intégrité artistique de Zack Snyder. Puis moi qui n'ai pas un fan, quoi que son film de Dawn of the Dead, j'avais aimé ça, mais d'habitude, Zack Snyder, je n'aime pas du tout. Mais là-dedans, c'est ça, c'est un bon numéro 2. Mon numéro 2 à moi, puis ça a rasé d'être mon numéro 1, c'est Dredd. Je pense de 2012, c'est ça? Ouais, dans ces années-là. Ouais. Honnêtement, là, Dredd, c'est pas mal l'adaptation de comics parfaite. Qu'est-ce que je mets comme numéro 1? Ouais, ok, c'est que j'ai vérifié. Tu parlais d'intégrité artistique. Total. Puis l'affaire avec ça, c'est que c'est exactement le comic. C'est ça l'affaire. Puis ce qui a beaucoup nuit au film, évidemment, c'est que il y a eu le film avec Stallone qui n'était pas du tout le comic. Puis quoi qu'il y a des qualités dans le film de Stallone. Max von Sydow est super bon, puis les costumes sont cool. Mais ils ont complètement, c'est ça, échappé le ballon là-dessus. Ils ont raté leur coup. Mais dans le film de Dredd, t'as le côté fasciste du personnage, parce que dans le comic, ce n'est pas un héros du tout. Okay? Puis c'est ça, la ligne est vraiment mince, là, entre... Il faut montrer qu'on est supposé trouver que c'est un personnage horrible, mais en même temps, c'est notre héros, puis il y a des qualités. Fait qu'il y a tout ce côté-là. Carl Urban, écoute, il est un gars dans la culture... Henry Cavill... Il a gardé le casque tout le long. Tout le long, il garde le casque. Puis encore une fois, c'est parce que la grande erreur dans le film de Stallone, c'est précisément qu'il l'avait enlevé. Puis je sais que Urban, certainement, en parle très souvent. Je sais pas à quel point lui a insisté là-dessus, mais c'est ça. Il joue avec son menton, puis
bon, tu sais, il joue dans le Seigneur des Anneaux, il fait le Dr. McCoy aussi bon que le génial DeForest Kelly, puis il fait le Juge Dredd. Fait qu'il est cool, hein, Chris. C'est Puis... lui dans The Boys aussi. Ah, ça, je l'ai pas vu, mais je pense que oui. Il est très bon. Il est très bon. Fait que c'est ça, puis... Mais ce que j'aime aussi dans Dredd, c'est que c'est la simplicité de l'histoire. C'est ça l'affaire. Puis ça, c'est comme un art qui s'est perdu en quelque part. Puis le principe, c'est OK. Puis c'est une histoire totalement 2000 AD, là, le comic sur lequel c'est basé. Là. On est en plein dans l'imaginaire des comics. Mais l'histoire, c'est OK. Il y a un méchant dans un gratte-ciel, là, un gratte-ciel infernal, puis le juge Dredd et sa partenaire, je pense, sont au rez-de-chaussée. Puis à la minute, le premier 10-15 minutes, il nous présente l'histoire, mais essentiellement à partir de la minute 15 ou quelque chose comme ça, il est au rez-de-chaussée de l'immeuble, puis le méchant est à l'étage 58, puis il faut qu'il traverse à pied, qu'il monte les escaliers en se battant contre des étages après étages de fous furieux, de plus en plus complètement dingues et psychotiques et psychopathes, dopés sur 56 millions de drogues pas possibles de l'an 3000, puis... Fait que c'est ça, c'est le côté, tu sais, il y a un film de Bruce Lee qui est comme ça aussi, où est-ce qu'il monte d'étage en étage comme ça. Ça fait, il y a cette simplicité narrative-là qui est hyper efficace, mais en même temps, où est-ce que tu as tous les détails du comique, essentiellement. Puis, tu sais, je le regarde pas si souvent que ça, pour être sincère, parce que c'est grotesquement violent, tu sais. Puis... Puis ça vient me chercher un petit peu, puis honnêtement, tu sais, mais fait que je me retiens un peu de l'écouter genre une fois par mois. Mais si c'était pas de ça, c'est absolument parfait à tous les niveaux. On est chanceux d'avoir ce film-là. Puis tu parlais de simplicité de l'histoire. Si je me souviens bien, il n'y a pas de côté B, là. Il n'y a pas de ce qui dit B-plot. Il n'y en a pas. Un petit peu avec la fille, c'est ça, parce que un petit peu, mais c'est ça. Dans le même building. Non, c'est ça, là, c'est pas, il y a une fille, il faut faire, tu sais, la fille est enceinte, puis elle va accoucher à la fin, il n'y a pas de ça. C'est ça. C'est bien observé, ça aussi, ouais. Fait que, ouais, c'est mon numéro 2, puis, tu sais, apparemment, il y a la raison pour laquelle il n'y a pas de suite, parce que tout le monde veut une suite, puis apparemment, il y a un problème avec le réalisateur, parce que finalement, c'est le gars qui a écrit le script qui l'a réalisé, puis tout ça. Fait que, mais je continue d'espérer. Ça fait 10 ans, puis je continue. À tous les jours, presque, je me dis, si seulement ils font la suite. Tu vois, je ne savais pas que celui qui avait écrit l'avait réalisé. Ça paraît. Maintenant que tu dis, ça paraît. C'est ça, son nom n'est pas au générique, mais apparemment, tout le monde le dit. Puis je pense que c'est ça là-dessus qu'il y a Alex Garland qui s'appelle. Là. Puis honnêtement, là, tu sais, il a vraiment réussi son coup. Là. Tu sais, c'est pas facile de réaliser un film comme ça. Puis c'était tellement bon, Judge Dredd. Avant de faire nos mentions honoraires, puis notre numéro 1, si vous voulez soutenir la chaîne, bien, il y a la meilleure manière de soutenir la chaîne, en vérité, c'est l'infolettre. Si vous allez sur mon site maltais.org, qui est très moche présentement, le thème est pourri, mais sur la page d'accueil, vous allez voir le formulaire d'infolettre, puis vraiment, c'est le meilleur moyen, parce que, il y a une intention derrière ce que je fais sur la chaîne, puis c'est de trouver une manière, de parler d'affaires, d'avoir un ton positif, mais c'est aussi de, je trouve que le monde n'a pas d'allure, puis c'est dystopique, puis c'est pourri, puis je veux contribuer à rendre ça meilleur, puis c'est pour ça qu'on a des réflexions, puis qu'on parle de sujets comme ça, puis c'est pour ça qu'on parle d'affaires positives. Fait que c'est ça le projet, c'est la renaissance post-dystopique, puis je suis un peu gêné d'en parler, mais c'est parce que c'est très proche de mon cœur, en vérité, puis c'est ça vraiment l'intention derrière tout ce qu'on fait. Fait que si c'est quelque chose qui vous parle et qui vous intéresse, la liste d'envoi, j'écris pas beaucoup de trucs présentement, là, mais c'est la meilleure chose. Puis en plus, YouTube, on sait jamais quand est-ce qu'ils vont supprimer nos chaînes. Ça fait que voilà. Mais ceci étant dit, merci d'être là et merci à toi, Guillaume. Mais tes mentions, auraient pu être sur la liste. Là. Ouais, fait que j'ai Spider-Man 2 de Sam Raimi. Ouais. Pour la même raison que toi, c'est un super ouais. bon. Je vais y aller très vite. Vite, on fait ça. Spider-Man 2 de Sam Raimi. Snowpiercer. Je l'ai pas vu, ça a l'air super bon. C'est parce que j'ai fait mes recherches, puis Snowpiercer est basé sur un comic. Ouais. Le seul problème avec Snowpiercer, c'est que c'est pas le fun à regarder. C'est plate, c'est désagréable, c'est pas le fun. Fait que je sais pas pourquoi le monde aime ça. Je sais qu'il est très bien coté, tout ça. Moi, je trouve ça pas regardable, mais... Ok, ça fait que c'est mention honorable dans le sens que... C'est dans le sens que c'est un film... J'honore le fait qu'il y a des gens qui aiment ça, mais moi, j'aime pas ça. C'est ça. Mais je fais juste pour le petit côté, saviez-vous que c'est un film de comique? Ok. Il y a Road to Perdition. Oui, c'est vrai! Qui est un film complètement malade.
qui viennent d'un comic. Mais encore là, tu sais, c'est là Ça, où c'est est-ce que bon, ça. je suis comme, ben là, ok. Puis il y a 30 Days of Night, Ouais. 30 jours de nuit, que Ouais. à l'époque, j'ai vraiment adoré. Je sais pas si j'aimerais ça aujourd'hui, parce que je pense que c'était un petit peu longuet, là, un petit peu un petit peu long, là. Mais c'était quand même très bon, puis c'était un film de comic. Fait que ça, c'est à peu près ça. Là. Il y en a d'autres qui me viennent, mais ils sont pas sur le top de rien partout. Tu sais, il y a The Shadow. Là, Ouais, on en a mais, parlé tu sais, tantôt. C'est ça. Ouais, The Phantom. On en a parlé sur l'heure du midi. Ça fait que non, ça, c'est pas des mentions. C'est des mentions. C'est des mentions. On les a mentionnés. Mais je cherche en passant l'expression mention honorable en français. Je sais qu'il y en a une, fait que si vous la connaissez, marquez-le dans les commentaires, ça va rendre service. Mais qu'est-ce que j'ai mis, moi? J'en avais plein, mais je les ai oubliés. Ça fait que... Chris, j'en avais... J'ai écrit mention spéciale. Mention spéciale, oui. Ah oui, oui, je les ai trouvés. Mais mention spéciale X-Men 2. Parce que la scène avec Magneto, là, ça c'est malade mental. Ouais. Tout Magneto dans X-Men 2. Le 1, j'avais pas aimé ça. Mais j'avais trouvé ça correct. Mais le 2, j'ai super gros aimé. Super bon. Excellent. Dans la même lignée, X-Men Days of Future Past, je pense. Là. First Class, c'est super bon. J'ai oublié de le mettre en mention spéciale, mais oui, j'ai vraiment viré très très proche de le mettre. C'est ça. Tous ceux-là avec. C'est ça. Ceux-là avec McAvoy en général. Il y en a 2-3 où est-ce que. Ceux-là sont très bons. Là. Ouais, excellent. Puis. Batman 66, parce que, tu sais, le cycle, la boucle est bouclée. Là. Années 60, ça pognait, années 70, c'était rendu honteux, années 80. Maintenant, c'est redevenu cool. C'est cool, Batman avec Adam West. Puis ma dernière mention honorable, encore une fois, parce que ça nous prend de l'obscurité, sinon... Voilà, c'est Golden Bat. Ça, je l'ai pas vu, par exemple. Golden Bat, oui, c'est ça, le bat doré. Ça n'existe pas. Ça existe. Ogun Bateau, et c'est japonais, ça. En fait, c'est comme le Batman japonais. Il est ultra connu au Japon, mais très peu connu à l'extérieur de l'Asie. Il y a une copie coréenne, apparemment. Puis le truc, c'est que je ne l'ai pas vu, mais j'en ai vu des films de super-héros japonais. Puis on va remarquer que j'en ai pas mis sur la liste. Là, je vous divulgage le mot numéro 1. Ce n'est pas Prince of Space. Okay? J'osais pas explorer la planète entière, mais Old Boy aussi est un film de comics. C'est basé sur un comic japonais. Un Old Boy qui est absolument incroyable comme film. J'ai pas mis, encore une fois, je pensais pas qu'on explorait la planète en entier, mais si Golden Bat est éligible, je pense que Old Boy aussi. Oui, honnêtement, je ne savais pas que c'était basé sur un comic, mais non, c'est très très fort. Très 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 fort. Numéro 1, Guillaume. Oui, mon numéro 1, c'est un film de comic que si vous le savez pas, vous l'auriez jamais su. C'est A History of Violence en 2005, qui était d'abord et avant tout un roman graphique publié chez DC Comics. C'est à la limite de la triche, mon affaire, parce que c'est pas un film de super-héros, puis c'est pas un film que tu peux savoir que c'est DC avant de te le faire dire, essentiellement. Sauf si tu l'as lu, évidemment. Je l'ai pas lu, mais je l'ai vu, puis c'est un des meilleurs films que j'ai vu dans ma vie. Fait que... je veux dire, Viggo Mortensen, il est tellement intense, il brûle l'écran là comme ça n'a aucun bon sens. Puis avec de l'autre côté, c'est quoi son nom? À la fin, il y a William Hurt, mais il y a lui qui a des cicatrices, là, lui qui vient le chercher, là. Ed Harris, ça se peut. Ed Harris, tu sais, t'as Ed Harris qui est légendaire. Viggo Mortensen qui est très connu, puis surtout pour Seigneur des Anneaux, on s'entend, mais qui dans ce film-là a l'intensité que je comprends pas où est-ce qu'il a trouvé ça. Là. C'est fascinant juste le regarder. C'est un film qui a je veux pas dire une bonne histoire. C'est pas, pour moi, c'est pas un film que je regarde pour l'histoire, c'est vraiment un film que je regarde pour voir Viggo Mortensen être vraiment trop intense pendant, je sais pas trop, 1h30. C'est ça. Écoute, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je trouve que c'est un très bon film. C'est tellement un choix absolument génial. Puis j'y ai pas pensé pantoute parce que j'ai oublié que c'était basé sur une bande dessinée ou un comic, mais c'est un chef-d'œuvre total et absolu, History of Violence. Ouais. Puis il y a le côté... C'est ça, c'est il
y a tellement d'affaires à dire sur ce film-là. Déjà, c'est Cronenberg, OK? C'est Cronenberg! Cronenberg qui s'est dit, je suis tanné de faire des monstres, je vais faire un gars qui était mafieux avant puis qui l'est plus, genre. Puis c'est ça. C'est comme Cronenberg qui part à la retraite ou je sais pas trop. Puis c'est genre. C'est ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est certes. Ok, c'est aussi bon que le Cronenberg des années 80. Les années 70, c'est un petit peu différent, mais tu sais, c'est dans ses meilleurs films facilement. Puis ce qui est très fort, il y a tellement d'affaires qui sont fortes dans ce film-là. Parce que, tu sais, C'est là qu'on voit que j'ai pas envoyé mes choix d'avant. non, l'idée, c'est ça. On le découvre au fur et à mesure. Puis ça, c'est vraiment une surprise très agréable. Le truc, c'est l'attrait de la violence aussi. C'est l'horreur de la violence. Tu sais, quand le gars se fait casser le nez, c'est absolument grotesque et atroce. Comme ça, Cronenberg peut le faire. Mais en même temps, tu sais, la baise avec sa femme après, là, je veux dire. Ouais. Parce que précisément, là, puis c'est ça, il y a une fascination avec ça. Puis je suis tenté de dire que comme gars, OK, ben, tu sais, le rapport avec le potentiel de violence, là, c'est quelque chose qui est assez difficile à. Tu sais, Ouais, dans une société civilisée. on peut pas le. C'est ça, on sait pas quoi faire avec. Tu sais, puis c'est une part de. Ok, je vais juste le dire. C'est une part de l'existence masculine qu'on sait pas quoi faire avec. Puis le film montre justement l'attrait en quelque part de ça, mais l'horreur totale et absolue de cette affaire. Ouais, puis tu vois que le personnage principal est complètement déchiré entre Exact. ce désir de vivre de façon Exact. pacifique, puis après ça, qui vient l'achaler, c'est des mafieux. Des mafieux qu'il n'y a pas le choix. Ouais, il n'y a juste pas le Il choix. n'y a pas le choix. Tu sais, il C'est pas faut. Ouais, vas-y. C'est ça. Tu sais, c'est ça. Il faut, mais en même temps, tu vois, il est vraiment super bon. Tu sais. Puis Ouais. tu dis à quel point tu peux être bon de même dans l'art de faire de la violence, puis pas aimer ça un petit peu, genre, tu sais. Exactement. Exactement. Puis le truc aussi, c'est qu'on devine qu'il y a un lourd passé. Puis c'est très bon parce que, un peu comme dans les films de Eastwood jusqu'à un certain point, on n'a pas tous les détails, là, mais ce qu'on sait, c'est que ça devait être assez intense. Ouais. On n'a pas tous les détails, sauf que c'est lui le meilleur gars pour casser des gueules C'est ça. dans toute la. C'est ça. C'est le côté Viggo Mortensen extrêmement, c'est ça, très très calme et serein, puis il travaille dans le resto, là, je pense. Ouais, il travaille dans le resto, ouais. Le gars qui a l'air le plus tranquille sur Terre, puis finalement, là, c'est une machine à tuer, là, c'est Rambo, ce gars-là, là, puis Rambo, c'est rien. Puis tu sais, quand tu as peut-être vu, puis William Hurt, encore une fois, son personnage, toute cette gang-là, c'est des gens comme ça. Tu sais, dans Cradle of Filth, OK? Ça m'avait bien impressionné parce que tu regardes la photo du groupe, puis tu sais, c'est tous des gars, ils ont des costumes de démons, puis des tatouages, déjà des croix gammées, pas des croix gammées, mais tu sais, ils ont vraiment l'air de gros démons maléfiques. Puis il y en a un dans la gang qui était habillé en curé. Puis je m'étais dit à l'époque, qu'est-ce qu'il faut que ce gars-là fasse pour que les démons le trouvent cool? Fait que c'était un peu ça, fait que Viggo Mortensen. Fait que ouais, c'est un choix, c'est ça, mais le truc avec History of Violence, c'est que, c'est ça, je pense que c'est le mélange d'horreur et de fascination. Puis justement, la menace derrière, quelqu'un qui n'a pas besoin d'être menaçant pour être dangereux, là, finalement. Ouais. Quand tu regardes je finis là-dessus pour ton film, mais c'est tellement un bon choix, là. Je suis vraiment content que tu aies parlé de ça. On oublie, c'est justement tellement un bon film qu'on oublie que c'est un film de comique, puis moi je le savais pas, je l'ai jamais su, mais sûrement quelqu'un l'a su à un moment donné pendant le tournage, tu sais. Mais ça paraît pas partout. Ça apparaît pas pantoute. Remarque que ce genre de comique-là, comme tu parlais de Road to Perdition, etc., là, c'est une ouais, il n'y a pas de surnaturel. Là, mais... C'est ça. Mais c'est 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 une catégorie de comiques, comme les Sin City aussi, où est-ce qu'ils utilisent vraiment le médium pour accomplir quelque chose d'artistique et de narratif là, vraiment hyper réussi et profond. Un choix très inspiré. Honnêtement, je suis presque. Écoute, le mien, écoutez, on pourrait finir. Tu peux te convertir si tu veux. J'ai choisi le même. Non, c'est Superman. J'ai pris ça Superman 1 et Superman 2. Je les ai combinés comme un seul film. Puis j'ai mis ça parce que j'aime Superman d'un amour profond. Alors, je vais faire mon speech sur Superman ici. OK? Puis parce que je pense que le film capture parfaitement ça. Okay.
Les gens disent aujourd'hui que Superman est un personnage ennuyeux et plate. Ok, ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent. C'est le lieu commun sur Superman. Parce que tout le principe, c'est qu'il est hyper puissant, puis il n'y a rien contre lui, il n'est jamais menacé par rien, puis etc. Puis ça existe. Là. Il y a des comics du Spectre, par exemple. Moi, j'adore le Spectre. Ok? La run légendaire de John Ostrander, etc. Mais dans les années 60-70, les premières runs du Spectre, essentiellement, il y avait ce problème-là parce qu'il peut tout faire. Il y a le contrôle sur la nature de la réalité. Là, c'est un ange, un archange de la destruction, essentiellement. C'est le dieu de la vengeance, en gros, la rétribution. Ça fait il y a un comic du Spectre, je me demande s'il ne l'a pas ici, je serais curieux de le voir, où est-ce que le Spectre est en train de se battre avec quelqu'un en donnant des coups de planète. Là, okay? Ça fait il est un petit peu. Ils l'ont nerfé, comme on dit éventuellement. Mais fait que les gens disent OK, Superman est tout puissant, il n'y a rien qu'il ne peut pas faire. Bon. Mais c'est pas comprendre la nature du personnage. Parce que Superman, c'est le plus grand cœur sur Terre. C'est ça le truc. Puis c'est quelqu'un qui est fondamentalement bon et qui n'aspire qu'à ce que l'humanité, ultimement, peut faire de mieux. Puis moi, il m'a toujours apparu, puis c'est un très bon rapprochement, en fait, avec History of Violence, parce que précisément... Avec Viggo Mortensen. Superman, Viggo Mortensen. Parce que le truc, c'est que Superman, il peut n'importe quand détruire la planète. OK? Si quelqu'un... S'il se choque, il peut... Bon. Fait que c'est quelqu'un, à tout moment, qui pourrait, c'est ça, faire usage de ses super-pouvoirs, puis... il m'a toujours apparu que c'était une sorte de quasiment comme de grand maître zen, finalement. Parce que il fait jamais ça. Il n'y a pas recours à. Tu sais, il va. Tu sais, ça. Ouais, parce qu'il est plus fort que tout le monde. Il est plus intelligent. Il est plus intelligent que tout le monde. C'est un inventeur, etc. Mais à cause de ça, il est obligé d'être plus gentil que tout le monde. Puis l'affaire, c'est que. C'est ça, il est plus gentil que tout le monde, mais sincèrement, Superman, il refoule pas son agressivité. Il la transcende par son amour de l'humanité. Tu sais, puis, bon, je quasiment une figure christique, mais non, c'est quasiment la figure christique comme l'aspiration que tous les humains peuvent avoir à la meilleure version d'eux-mêmes. OK? C'est pas la caricature dans le film. Je crois que Brandon Routh en Superman, là, il torche. Il a vraiment capturé la qualité, là, à mon avis, du personnage. Mais, tu sais, l'allégorie christique de Superman, ça peut facilement être assez lourd, mais... C'est ça, c'est Puis c'est intéressant parce que, tu sais, quand tu dis il est plus gentil que tout le monde, mais c'est d'un amour sincère. C'est un amour sincère. Il y a une série qui est pas trop vieille, là, qui est contre les... je me souviens plus trop, là, le monde qui vient du Royaume-Uni, là, tu sais. Je sais pas si ça te parle. Il se bat contre un... En tout cas, l'important, c'est juste qu'il se fâche, tu sais. Mais il se fâche parce que... il est déçu en fait de ce que ces gens-là font, puis il montre juste, il fait juste montrer, tu vois, si je me fâchais pour de vrai, ça serait ça mais en 1000 fois pire. Ouais. Puis tout le long, à la fin tu réalises qu'il jouait la comédie en fait, puis que il est pas nécessairement fâché, il est déçu, il est capable d'être déçu, mais il peut pas se fâcher dans ce sens-là, sinon il va détruire la planète. C'est ça. Puis c'est drôle parce que tu vois, j'ai mis le 1 puis le 2, mais c'est le 2. Parce que le 2, on a. Est-ce qu'il remonte dans le temps? Il remonte. Dans le 1, il remonte dans le temps. Ouais, okay. Ben, c'est-à-dire que. À la fin du 1. À la fin du 1, c'est ça. Remonte le temps. Puis à la fin du 2, ben, on sait que. Le 1 puis le 2 étaient censés être tournés en même temps. Puis. En cours de route, essentiellement, Richard Donner s'est fait renvoyer par le producteur, je pense, qui est Elias Salkind, ça se peut-tu? Puis, qui a engagé Richard Lester, qui faisait les films des Beatles, puis tout ça, qui est un excellent réalisateur, mais de comédie à la base. Il a aussi fait des films de science-fiction absurde, Bed Sitting Room, etc. Mais, tu sais, puis Richard Lester, en tant que tel, est super bon. Puis, ce qui a apporté à Superman 2, c'est le côté comique. Puis, quand j'étais petit, moi, j'adorais ça. Mais en le réécoutant, tu sais, le Superman 2 que Richard Donner comptait faire, puis qui est en vérité, encore une fois, la prolongation du même film, on a des échos dans le début de Superman 1, où est-ce qu'il y a le procès du général Zod, puis de la fille, puis du gars, là, tu
qui est quasiment plus proche du film d'horreur, quasiment. Là. C'est beaucoup plus intense et atmosphérique. Tu sais, puis quand Terence Stamp, grand acteur, il se choque contre Superman, là, il est vraiment en crise, là. Il est pas content, là. Tu sais, c'est pas une comédie, là. Tandis que, bon, fait qu'on on n'a pas le vrai, on a juste la moitié du 2, même avec le montage du réalisateur. Il ne pouvait pas inventer des plans qui n'ont jamais été tournés. Mais c'est ça, tu sais, moi, bon, je suis allé voir ça au cinéma quand c'est sorti, Superman, là, j'avais genre 5-6 ans. Puis, tu sais, je me rappelle quand le rideau est levé, puis je me rappelle, je repensais à ça tantôt, le début, là, sur la planète, sur Krypton, de glace, là, puis la musique, tu sais, puis les premières notes, là, tu sais. Puis encore une fois, avant ça, le modèle, c'était l'Incroyable Hulk, là, OK? Superman de 78, là. You Will Believe a Man Can Fly, là. OK, ben c'est ça. On a eu Batman des années 60, un paquet de sérials dans les années 30-40, mais le Batman des années 60, l'Incroyable Hulk, puis t'as ça. Puis quand ils ont fait le film, OK, quand le producteur a eu les droits, il connaissait même pas le personnage, il savait rien, puis il pensait mettre Mohamed Ali dans le rôle de Superman. OK, parce que c'est un nom connu. Ça fait qu'on a frôlé la catastrophe. Puis tu vois ce film-là, tu sais, puis une œuvre majeure de 3 heures, réflexion sur le ci, puis de ça, hyper atmosphérique, etc., puis cette musique-là, puis encore une fois, Christophe arrive en Superman, tu sais, il capture la nature double de Clark Kent puis de Superman, mais c'est ça, il capture vraiment fondamentalement le côté humain, généreux, là, vraiment, puis correct, là, quelqu'un de sincèrement correct. Puis moi, c'est ça, quand j'étais petit, mon héros préféré, c'était l'homme araignée. Puis c'est encore un méga garde, l'homme araignée. C'est mon amour de jeunesse, OK? Mais, puis quand j'étais petit, j'aimais pas Superman. Je trouvais ça plate, OK? Mais à cette heure, tu sais, comme j'ai ramassé 2 comics ici tantôt, puis il y en a un, c'est Superboy, puis il y en a un, c'est un Superman d'Enterprise. Puis pourquoi? Parce que, c'est vraiment... Tu sais, quelqu'un disait, c'est quoi? Je pense que c'est Grant Morrison qui disait ça. Il comparait Batman puis Superman. Puis, tu sais, mais l'idée générale, c'est OK, Batman, c'est. Je m'en rappelle pas c'était quoi. OK, mais le truc, c'est que Superman, c'est vraiment l'aspiration. C'est le modèle du mieux de ce qu'on peut faire. C'est le plus humain. Il vient de Krypton, mais c'est le plus humain. Puis pour moi, ça vient vraiment me chercher. Puis c'est ça, Grant Morrison disait What would Superman do? Il se pose carrément la question. Mais Chris, on peut faire tout. C'est une bonne idée. OK. Fait que. C'est pas comme. C'est ça qu'ils ont perdu depuis au moins les années. C'est ça que Zack Snyder comprend pas. Je pense que le Superman. Man of Steel, c'est ça? C'est ça. Ou est-ce qu'il est la figure... Je pense que c'est dans lui qui... Ah là, c'est... Ouais, en tout cas, celui-là. Il détruit le camion d'un camionneur qui s'est comme moqué de lui, genre. Puis c'est genre, non, genre, tu comprends pas. C'est pas ça. Lui, il attend la... Comment on dit déjà? Voyons. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend la deuxième gifle, là, comme Jésus. Ah oui, il tend l'autre joue. Il tend l'autre joue, c'est voilà, ça. C'est ça qui fait Superman. C'est ça. Il va pas détruire la vie de quelqu'un. Il y a quand même... puis c'est justement, à la fin du 2, dans la version Richard Lester, il y a un gag comme ça où est-ce qu'il se fait péter la gueule, quand il perd ses pouvoirs pour devenir humain, etc. Ça, c'est hyper bon. C'est hyper bon, là. Mais c'est ça, il se fait taper dessus par des motards, par des camionneurs, essentiellement. Puis à la fin, il revient se venger. Puis c'est ça, quand t'es petit, tu trouves ça bon, mais plus tard, tu te dis, c'est la même affaire que ça. Non, Superman, il ferait jamais... Il va pas revenir traverser l'Amérique pour se venger du camionneur avec ses super pouvoirs. C'est pas ça qu'il fait, tu sais. Puis... En résumé, tu dis Superman 1 puis 2, c'est le film qui représente Superman. Pour moi, c'est ça. Puis encore une fois, dans celui avec Brandon Routh, OK, le film en tant que tel marche pas parce que je pense que Kevin Spacey marche pas, puis l'intrigue avec le fils de Superman, tu sais, moi, j'aimais moins ça. Fait que, puis, bon, mais lui, Brandon Routh, lui, il est génial. C'est exactement ça le personnage. Mais dans Superman 1 puis Superman 2, c'est vraiment dans le 1, en tout cas, c'est ça, la bonté, la générosité, la grandeur d'âme, puis c'est ça,
le désintérêt personnel, là, c'est ça, le don de soi, tous ces trucs-là. Puis le côté, ouais, ok, il y a une scène où est-ce que il va sauver le chat dans l'arbre pour la vieille madame, ok? Ben oui, exactement. Des fois, il sauve la cité de Kandor, là, puis des fois, il cherche la... Fait que c'est ça. Fait que c'est... Sauver la cité de Kandor. il visite souvent, dans les comics, pas dans les films. Mais c'est ça. Ça fait que j'ai mis Superman 1 parce que j'aime Superman, puis parce que je l'aime pour ça. Je pense que c'est soyons tous comme soyons tous comme le Superman en nous, puis voilà, parce que je l'aime. Alors voilà, fait que c'était ça notre liste, Guillaume. Je suis vraiment très content, ça s'est super bien passé. C'est ça, merci à Stéphane qui nous filme présentement. Merci à Marc et Mireille, Comic Hunter. Et ben c'est ça, on va filmer, on va probablement monter ça dans les prochains jours. Puis si ça se trouve en janvier, reprendre la formule. Moi j'ai adoré ça, c'est vraiment très cool. Puis on est vraiment dans un endroit merveilleux, rempli de trucs formidables. Alors voilà, et puis d'ici là, portez-vous bien, que la force soit avec vous. Et soyez comme Superman et la vie est belle. À la prochaine!